Alors nous allons parler regroupement. Regroupement, taille optimale. Alors là, on va commencer par les regroupements. La taille optimale, on en parlera juste après, puisqu'en plus vous m'avez tous fait la même réponse, comme quoi il y a une belle unanimité quand même en mutualité. Les détracteurs se trompent pas mal. En termes de regroupement, on va commencer donc par une expérience de chacun. On a quand même un panel représentatif de ce qui peut se faire en mutualité, c'est-à-dire d'un extrême à l'autre, je serais tenté de dire, et ça n'engage que moi. Vraiment, ça n'engage que moi. Je ne représente pas Mutré quand je dis ça. Et moi, je peux me fâcher avec tout le monde. Après, ne le faites pas, vous. Je vais commencer par vous, Christian. Pardon, hein, parce que c'est le problème du fumeur. Donc, Christian, pardon pour ce raccourci. Je suis désolé, mais votre réputation n'est plus à faire sur le sujet du rapprochement. Alors, le choix de l'indépendance est pour vous naturel. En quoi vous permet-il de vous différencier des groupes plus importants? C'est à vous, Christian. Bien, merci et bonjour à tous. Oui, je crois que j'ai affirmé haut et fort qu'on voulait rester indépendant. Rester indépendant, ce qui ne veut pas dire ne pas travailler avec d'autres en partenariat. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va se différencier? Qu'est-ce qui fait qu'on se différencie? Je vais commencer par dire que notre particularité, c'est une très bonne entente entre président et directeur. Ça a l'air idiot, mais ça va permettre un certain nombre d'actions, puisque le président et le conseil soutiennent les opérationnels et qu'à partir de là, ça nous permet d'être à la fois plus proche de nos adhérents, plus réactifs pour permettre un peu d'innovation. Je prendrai juste un petit exemple, c'est GDIM qui nous prend comme laboratoire d'essai sur certaines innovations informatiques, je pense à Visiodroit notamment, et un partenariat avec les pharmaciens. Ça nous permet aussi de gérer une stratégie de niche et de réagir plus vite, puisque ça aussi, c'est un peu de notoriété publique. La décision, elle repose sur un nombre très restreint de personnes au sein de la mutuelle. C'était court, efficace, mais c'est parfait, c'est parfait. D'ailleurs, si vous pouviez rendre le micro sur votre droite, ah non, plutôt sur la droite, il y en a plein de ce côté-là, il faudrait qu'il revienne jusqu'à Daniel Anthony, puisque maintenant c'est à vous, Daniel, que je vais poser la question. Et moi, je garde le micro. J'ai un micro attitré, c'est la chance que j'ai, c'est le privilège. Donc, Daniel, vous représentez une mutuelle, certes, mais une mutuelle du Code des assurances. Ce qui est un peu différent, mais pas complètement différent non plus, puisque vous avez également des concurrents de très grande taille. Et vous avez fait un choix, vous aussi, de plutôt porter sur l'indépendance. Alors, au milieu de ces mastodontes, que sont, je rappelle, un Covea, Massif, notamment, comment vous avez fait? Pourquoi vous avez choisi cette indépendance? Bonjour, bonjour à tous d'abord. Oui, effectivement, on est un acteur de taille moyenne, si on est optimiste, petit, si on est un peu plus dur, dans un environnement que je qualifierais d'anxiogène et de complexe. Alors, disons moyen, je vais retenir moyen, parce qu'en fait, on fait à peu près 340 millions de chiffre d'affaires. Et sur nos lignes principales d'activité, les gros concurrents que vous citiez peuvent être 10 fois plus gros que nous, voire parfois 15 fois plus gros que nous. Voilà. Donc on est confronté donc à des acteurs bien sûr plus importants que nous. Dans un environnement anxiogène et complexe, je pense que tout le monde le vit. Un environnement dangereux, donc si je prends les risques de S2, sur les risques de marché, on est dans un monde surendetté à croissance faible, donc on se dit que ça va pas tellement bien se terminer, on ne sait pas trop comment ni quand, mais voilà, donc c'est quand même un sujet. Sur des risques métiers, risques lourds, on peut citer pêle-mêle les risques climatiques qui augmentent, les risques de pandémie, si on est dans le domaine de santé, qui ont probablement jamais été aussi élevés, les risques attentats qui ressurgissent, etc., etc. Donc ça, c'est pour les risques métiers. C'est un monde qui est en pleine mutation technologique, la digitalisation à l'extrême, le changement le consumérisme qui est de plus en plus évident et qui change la donne, les réseaux sociaux qui changent aussi les logiques et les modes de relation et de communication, et puis un monde imprévisible. Bon, les InsurTech, toutes ces bestioles nombreuses qui apparaissent, dont on ne sait trop si ça deviendra demain des concurrents, mais en tout cas qui bouleversent la donne et qu'il faut suivre de près.
Et puis j'ai envie de mettre la réglementation dans le monde imprévisible, puisqu'on a depuis quelques années maintenant, notamment d'ailleurs dans le monde de la santé, vu arriver des décisions réglementaires qui ont profondément en fait changé la donne autour de l'ANI par exemple, de la loi Hamon sur d'autres domaines qui ont quand même beaucoup changé la donne. Donc la réponse de Telem dans tout ça, c'est effectivement dire, bon, bah, on voit bien que si on reste immobile dans un monde changeant et dangereux, évidemment, c'est pas un positionnement qui est pérenne. Donc nous, notre choix, ça a été de nous transformer assez profondément, hein, de transformer le modèle en restant indépendant. Donc les mots-clés dans tout ça, donc, c'est l'agilité avant la taille, parce que nous, on peut pas jouer la taille, donc en fait, on joue l'agilité. On se dit, voilà, petit et lent, voilà, c'est pas terrible, quoi. Donc, petit et mobile, un peu énervé du bocal, on se dit, tiens, quand même, c'est peut-être pas idiot. Mais je dirais que finalement, gros et lent, c'est pas non plus un positionnement forcément très confortable dans un monde en pleine rupture. Voilà, donc on s'est dit, au moins, ayons une des qualités qu'il faut avoir, c'est l'agilité. Le deuxième mot-clé, c'est le réalisme économique et le pilotage avant la politique, hein, voilà, très clairement. Il faut prendre des décisions objectives, motivées, être lucide. Voilà. On n'a pas le reste est un luxe. La culture d'entreprise, c'est quelque chose qu'on a essayé de transformer assez profondément. On travaille beaucoup ça en disant c'est finalement le levier principal sur lequel l'innovation ou la transformation dans l'entreprise s'appuie, mais je ne vais pas développer ça. Et puis bien sûr, je rejoins ce qu'a dit donc l'intervenant précédent. Indépendant ne veut pas dire isolé, et on a aussi choisi de développer des partenariats sur un certain nombre de domaines que je vais citer rapidement, qui nous permettent, je ne sais pas si c'est d'accéder à la taille optimale, mais en tout cas de résoudre des problèmes qu'on ne saurait résoudre nous seuls. Voilà. Donc ça, on a là aussi identifié un certain nombre de sujets. En gros, on a 3 familles de partenariats sur lesquels qu'on active. Les premiers, c'est l'achat de prestations. Et on sait depuis longtemps maintenant, ça doit faire 7 ou 8 ans, presque 10, oui. On est membre, par exemple, d'un groupement d'achat qui s'appelle Careo, qui n'est pas un groupement public, mais qui regroupe des acteurs qui a un tour de table assez improbable, parce qu'il y a 2 banquiers autour de la table, donc le Crédit Agricole, la Société Générale, 2 sociétés internationales, Aviva et Generali, et nous. Et on achète ensemble de la réparation automobile, par exemple, mais il y a d'autres exemples d'achat en commun. Et on peut dire aujourd'hui que Telem Assurance, par exemple, est plus gros qu'AXA, quoi. Je veux dire, en termes d'achat de réparation automobile, aujourd'hui, on est plus gros qu'AXA. Alors, évidemment, vous attendiez pas à ça, mais voilà, en tout cas sur ce critère-là, on n'est pas déçu. qui est un critère assez déterminant quand même sur l'économie du marché auto, on peut considérer qu'on est un gros acteur. Donc ça, c'est première famille, disons, de partenariats, se regrouper pour acheter des prestats. Deuxième famille de partenariats, c'est les partenariats de gestion. Là aussi, je vais vous donner un exemple. On a créé une société d'assurance vie dans le domaine de la prévoyance, qui a sa 3e année d'activité. Et on n'a pas de système d'information prévoyance, on n'a pas de gestionnaire prévoyance. Tout ça est réalisé par un partenaire, qui en l'occurrence Humanis, qui gère toutes ces activités qui sont des activités cœur de métier, un système d'information et gestion de contrat. Ça nous a permis de lancer cette société, et ça, d'ailleurs, je pense, nous permettre, au bout de 3 ans, d'être à l'équilibre en lançant une société d'assurance sur ce domaine-là et nous ouvrir des perspectives de développement. Puis je prends un 3e exemple qui est la distribution, 3e famille de partenariats qu'on a actionné, et qui concerne d'ailleurs beaucoup le monde de la mutualité, c'est-à-dire un de nos sujets, c'est d'élargir notre potentiel, notre capacité de distribuer nos produits. Et on a donc développé donc une offre en marque blanche de produits Yard et des solutions, disons, quasi clés en main de distribution de ce type de produits, et qu'on a activé auprès d'un certain nombre de mutuelles, 45. Voilà, donc on a un certain nombre de mutuelles qui diffusent aujourd'hui nos produits. La plus ancienne, je vais en citer 2, mais il y en a plus que ça. La plus ancienne, donc, c'est la MIF,
que vous connaissez, donc qui distribue auprès d'une population de cheminots. Et le partenariat le plus important aujourd'hui, c'est avec la MNH, donc qui distribue nos produits sur les hospitaliers. Et inversement, on va pouvoir distribuer, nous, des produits de partenaires dans des domaines qu'on ne fait pas. Donc, en fait, ces partenariats, ils nous permettent, nous, de nous concentrer, en fait, sur un certain nombre de sujets qu'on a identifiés comme particulièrement critiques ou importants pour nous, donc des sujets qui sont aussi cœur de métier, hein, le renouvellement rapide des offres, donc on fait le choix de renouveler très vite nos offres, renouvellement très rapide des tarifs, des structures de tarification de nos produits, digitalisation des processus, optimisation de la distribution, etc., digitalisation de la relation client, qui sont des sujets lourds. Et en fait, on considère qu'on ne peut pas se mettre sur tous les sujets à la fois. Et donc, on se concentre sur un certain nombre de sujets. Et quand on considère qu'on ne peut pas être pertinent ou efficace sur un sujet donné, ben là, on va chercher des solutions à l'extérieur de la manière la plus pragmatique possible. Résultat de tout ça, puis j'arrête. Ah ouais. Parce que là, Christian avait laissé un peu de temps, mais vous avez tout mangé. Non, je suis confus, je vais rendre le micro. Et puis, non, mais après, à un moment donné, tout ça, ça juge. Disons que les critères d'appréciation, à un moment donné, il y en a deux principaux. Hein, c'est la croissance et puis la pérennité, hein, qui se mesure en termes de solvabilité. Hein. Donc, c'est quand même les indicateurs au global qu'on va suivre. Parce qu'une stratégie, une entreprise qui ne croit pas ou une entreprise qui ne génère pas de solvabilité, à un moment donné, elle a beau être mutualiste, l'histoire se finit pas très bien. Donc, sur les indicateurs de croissance, effectivement, sur 5 ans, j'ai pris mes petites calculettes tout à l'heure, on doit être un peu plus de 5% de croissance, presque 5,5% de croissance sur 5 ans. Donc, on est une vitesse de croissance quand même assez supérieure au marché. De référence, sans doute 2-3 fois, mais je n'ai pas les chiffres marchés, mais je pense que c'est à peu près un multiple x2, x3. Et puis en solvabilité, on a augmenté nos ratios de solvabilité sur cette période considérée de 5. Donc en S1, par exemple, on est passé de 5 à 6. Donc ça veut dire que, bon, rien n'est acquis, mais je veux dire, voilà. Donc je pense que c'est tout ça pour dire qu'à un moment donné, la stratégie, elle doit se mesurer en termes d'efficacité sur des indicateurs clés. C'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qui nous pilote en fait. Voilà. Parce que je voulais vous dire, pas trop brièvement, mais vous nous l'avez dit. Merci. Alors je vous préviens, messieurs, vous ne faites pas comme Daniel. Hein. Bruno Serron. Alors, c'est vrai que je n'ai pas rappelé les postes et places de chacun, mais vous connaissez donc Bruno Serron, je le dis quand même, un directeur général adjoint à Harmonie Mutuelle. Bruno, vous défendez, ça ne surprendra pas, évidemment, les rapprochements entre mutuelles sous deux formes, le partenariat et le rapprochement potentiel. Question simple, à quel moment devient-il plus judicieux de se rapprocher de façon prudentielle que sous une forme partenariale ? Bonjour à tous. Oui, il est vrai que la mutuelle dont je fais partie a une très très forte culture des partenariats. D'ailleurs, pendant 20 ans, Harmonie a été une union avant de se transformer en une mutuelle unique, avec dans son environnement, effectivement, des unions, des UGM, une UMG, puisqu'aujourd'hui, Harmonie Mutuelle, le groupe Harmonie, c'est une UMG. Donc, c'est vraiment dans la culture de notre mutuelle. On nous prête souvent des volontés de fusion. Et en fait, quand on regarde l'histoire, c'est pas vraiment la réalité, sauf effectivement les 5 fusions qui ont fait Harmonie Mutuelle. Donc effectivement, le groupe Prudentiel, alors nous, en tout cas dans le projet et dans tous les travaux que nous avons engagés depuis maintenant presque 2 ans avec nos amis de la MGEN, de la MNT, de la MGFI, d'Harmonie Fonction Publique, de la Margaillard. N'oubliez personne après. J'oublie personne, on est 6. Je dirais tout ça, ça part d'une ambition commune. Et cette ambition commune, elle vient aussi d'un constat, mais je pense qu'Anne-Marion a dû en parler hier. C'est vrai qu'on est dans un marché qui est bouleversé depuis quelques années, qui devient hyper réglementé, et en mutualité, on dit depuis très très longtemps, on ne veut pas être des simples rembourseurs de soins, mais en fait, la réalité aujourd'hui, on reste encore essentiellement des organismes qui remboursent des soins. Et donc, on pense, et les 6 mutuelles qui ont décidé de créer ce groupe stratégique, ce groupe prudentiel, considèrent qu'aujourd'hui, il est temps de réinventer véritablement notre métier.
Et pour réinventer tout métier, il va falloir mettre des moyens en commun. Il faut, si on veut vraiment aller au bout de nos ambitions, et bien accepter de s'engager dans la durée, hein, puisque effectivement, quand vous rentrez dans un groupe prudentiel, c'est fait pour durer. Hein. C'est pas si facile que ça d'en sortir par rapport à une IGM. Donc c'est vraiment un engagement dans la durée et la volonté de partager, de mettre en commun des moyens, d'accepter jusqu'à un certain niveau oui, on peut dire un abandon de souveraineté, ou du moins un transfert d'une partie de la souveraineté au niveau du groupe. Mais groupe dont vous êtes une des composantes. Et tout ça pour pouvoir développer de nouvelles activités créatrices de valeur à la fois pour nos adhérents et pour nos mutuelles, hein, qui restent quand même excessivement fragiles. Hein. Même aujourd'hui, moi je considère qu'Harmonie est fragile. Quand on fait 90% de son activité sur la complémentaire santé, eh bien on reste fragile parce qu'on est toujours à la merci d'une décision, je vais dire gouvernementale. On a bien vu les réactions et on n'est pas encore complètement, bon je pousse ça parce que ça m'énerve, hop, sortie d'affaires sur la labellisation des retraités, mais on mesure bien l'impact que ça peut avoir sur nos structures. Donc il faut aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. On veut être véritablement de vrais acteurs globaux de santé au sein de ce groupe. On veut véritablement se diversifier, parce que vous savez, moi ça fait 23 ans, je crois que je suis dans la mutualité, ça fait 23 ans que j'entends il faut que les mutuelles se diversifient et notamment se développent sur la prévoyance. Quand on regarde les résultats, au final, ça reste encore une part infime de nos résultats. Eh bien, il faut mettre en place des moyens, et ça, il faut les partager pour pouvoir arriver à devenir des acteurs très significatifs sur ce marché. Quand on regarde l'environnement de la mutualité, en 15 ans, on est passé de 5000 mutuelles à peu près aujourd'hui, si je prends que les mutuelles 45, 400, un peu plus de 400 mutuelles, dont un quart sont substitués. Mais regardez le monde des IP et regardez le monde de l'assurance, en fait, on voit que c'est un marché qui est beaucoup plus concentré que le nôtre. Et malgré notre taille aujourd'hui, on reste tout à fait petit par rapport à un Covea, par rapport à un AXA. Et donc, là aussi, ce qui est important pour nos élus et partagé par nos élus, c'était de dire il faut qu'on mette en place les moyens pour que la mutualité 45 continue à, à exister. On sait qu'on est un peu en train de perdre notre leadership avec tous les concurrents et le monde, notamment de la banque assureur qui vient sur nos marchés. Mais il faut qu'on réussisse à construire un groupe qui aura, alors là je vais parler de taille, hein, mais une taille assez conséquente en capacité de rivaliser avec ces grands acteurs et de développer des nouveaux métiers. Eh bien, écoutez, on se met ça de côté, on en reparlera tout à l'heure. Merci Bruno, je passe le micro à Eric. Le micro est devant vous. Alors Eric Lelay, directeur général de BPCE Mutuelle. Donc un cas un peu à part, Eric, hein, quand même. Vous représentez une mutuelle particulière. Doit-on la considérer dans un groupe ou est-ce une mutuelle indépendante? Et question subsidiaire, quels sont les avantages et inconvénients de votre situation? Expliquez-nous. Bonjour. Alors je dirais déjà modestement que je suis DG de 3 structures. BPCE Mutuelle, et ça c'est historique. L'institution de prévoyance des caisses d'épargne qui gère notamment 2 régimes de retraite et le régime de prévoyance collective de la branche caisse d'épargne. L'institution de prévoyance, c'est un total de bilan de 10 milliards d'euros. Il y a une troisième entité, c'est EPS, Ensemble Protection Sociale. C'est une structure, une association loi 1901 qui gère les moyens. C'est une des 2 membres, CGP, Institution de prévoyance, et BPCE Mutuelle. C'est une structure non assurantielle et qui n'a pas vocation à le devenir. Je pense qu'on a convaincu l'ACPR.
Alors, mutuelle un peu à part, oui, sans doute. Oui, sans doute. Pour autant, on est une vraie mutuelle régie par le Code de la mutualité, avec une gouvernance, des délégués. On est en train de les réélire. On a une vraie vie démocratique. On applique le principe un homme, une voix, c'est sûr, mais dans le conseil d'administration, les 7 organisations syndicales de la branche caisse d'épargne sont présentes, avec quand même un syndicat majoritaire qui est historiquement l'UNSA. Et moi qui ne suis pas syndiqué à l'UNSA, je dois dire qu'on a eu notamment des présidents tout à fait extraordinaires qui ont su donner un sens à la mutuelle depuis 50 ans. On est une mutuelle plutôt d'entreprise. Certes, l'expression est peu décrite, mais on cotise aux unions, à la FNMF, même si on a longtemps eu l'impression d'être un peu ignoré dans notre dispositif de mutuelle d'entreprise. On est une vraie mutuelle, on s'inscrit dans la pérennité, on respecte nos adhérents, y compris les retraités, et on pilote nos équilibres techniques et financiers. C'est vrai qu'on est une mutuelle avec plein de particularités. On n'a pas de sujet sur la marge S2. On est sans endettement, on n'est pas à réfléchir sur le recours à certains outils pour améliorer la marge. On a une capacité à financer des investissements lourds. C'est vrai que pour une mutuelle de 150 000 personnes protégées, on a fait le choix de rester autonome au niveau de notre outil logiciel métier. Le changement est derrière nous, il date de juillet 2013. Je ne vous dirai pas à la tribune combien ça a coûté, mais ça a coûté cher. C'est vrai que pour des mutuelles de notre taille, on n'a pas obligatoirement d'outils en rapport avec notre taille. On est obligé de recourir à de gros outils. On a la chance d'avoir encore un résultat net avant IS et même après significatif. Sans doute sommes-nous, enfin c'est même pas sans doute, on est bien aidé par une diversification en assurance des prêts puisque nous sommes courtiers de la CNP. La CNP, c'est un de nos partenaires historiques et partenaires. Ça veut dire que quand en 90, 92, c'est loin, mais on a de la mémoire, on a eu de grosses difficultés avec des fonds propres quasiment à l'actif. La CNP a été là, donc on ne l'oublie pas. Alors, on intervient sur la branche et les filiales caisse d'épargne. C'est vrai que un de nos avantages, c'est d'avoir des frais de développement, des frais commerciaux quasiment voisins de zéro. Notre coût du risque, nos cotisations sont chargées d'une simple marge de gestion, faible au demeurant, et suivie avec attention par le groupe. C'est vrai que quand je me souviens d'un article du Monde il y a 2-3 ans citant des marges de gestion dans la profession. Nous en sommes très très loin au bénéfice de nos adhérents. Parmi nos spécificités, quand même, je trouve qu'on a des ressources humaines très réduites par rapport aux enjeux. Quand il s'agit de changer de logiciel métier, quand il s'agit de faire basculer tous nos contrats en contrats responsables. S2, j'aurais tendance à dire que pour la mutuelle, ça a moins été une révolution puisqu'elle a pu bien bénéficier des travaux qui ont été faits à l'institution de prévoyance. Un attachement marquant, on fait partie du paysage du groupe, nos adhérents, globalement, nos adhérents nous sont fidèles, 80%
des actifs qui partent en retraite restent à BPCE Mutuelle, je crois que c'est très supérieur à ce qu'on peut observer dans le passé. Ben, c'est le résultat d'un respect, d'une histoire. Hein. On a été créé en 1918, on va bientôt fêter nos 100 ans. On avait des activités plutôt sociales avant. Maintenant, c'est évidemment depuis la sécurité sociale très très lié à la santé. Donc, mutuelle à part, on est une mutuelle chassée. Le terme peut convenir, chassée sans que le sujet soit ouvert dans nos instances. C'est vrai que je suis parfois accueilli par des termes assez directs. T'existes encore, pas encore bouffé, des fois ignoré parce qu'on ne répond pas aux sollicitations, ben c'est comme ça. En tout cas, moi, je n'ouvrirai pas le sujet tant que je n'aurai pas la gouvernance avec moi. On est indépendant, mais on signe des partenariats qu'on essaye de faire vivre. Souvent, c'est difficile et ça vient un peu de nous, c'est un peu de notre faute parce que c'est vrai que les moyens sont limités. Mutac, Mutex, Santé Claire, IMA. Dès lors que nous n'avons pas la taille pour faire nous-mêmes mieux et moins cher, on choisit des partenariats. Alors, je dois déjà beaucoup parler. Je vais passer le deuxième point et j'arrive au dernier. Ah, d'accord. Hein Okay. Doit-on vous considérer comme un groupe ou indépendante? Je ne vais pas en parler parce que moi, je n'ai pas d'avis. Ça, c'était ma question originale. Ouais, oui, mais à partir des avantages et des inconvénients, tout le monde pourra conclure. Il n'y aura peut-être pas qu'une seule conclusion. Très bien. Alors moi je suis un homme du groupe issu des caisses d'épargne, donc je vais d'abord commencer par les inconvénients. Avantages et inconvénients de notre situation. Les inconvénients, moi j'en vois 3. On vit grâce à un client historique, les caisses d'épargne. Clairement, on tient notre marché, mais restons lucides. Nous ne sommes pas cœur de métier du groupe. Un client unique, c'est une fragilité. Nous sommes bien convaincus que nous devons tenir le marché le contrat des actifs. Si on perd le marché des actifs, on est relativement mort, comme ça s'est souvent passé dans les mutuelles de banque. On vit mieux comme actuellement quand nos interlocuteurs nationaux de BPCE trouvent leur place dans notre gouvernance et dans nos intérêts conjoints. On nous aime bien, mais on exige aussi une gestion serrée. Quand on a travaillé sur le plan stratégique de BPCE Mutuelle, on s'est fait aider par des consultants brillants qui nous ont poussé à écrire en dur, par exemple, que le résultat de la gestion technique devait être élevé, avec un S sur P à 85%. Dans notre fonctionnement, c'est tout simplement pas possible. On gère des contrats collectifs et individuels à 95%, voire un peu plus. Notre marge de gestion est faible. L'ensemble est suivi par les employeurs. Pour le développement, il est indispensable. Mais il n'est pas question de faire payer à notre clientèle historique, les caisses d'épargne, un déséquilibre technique pérenne acquis sur une autre banque. Si le prix est le seul critère de choix, soyons convaincus en appel d'offres qu'il y aura parmi la multiplicité d'intervenants qui répondront, 2 ou 3 compétiteurs qui feront du dumping, quitte à résilier un an après alors qu'ils se sont engagés sur 3 ans. Nous, on ne pratique pas le dumping, on attendra peut-être le 2e tour ou le 3e tour, mais on n'a pas la possibilité de faire payer un développement à nos clients historiques. Les avantages, et j'ai bientôt fini. Ah oui, parce que là, vous battez le record, hein, c'est incroyable. Vous m'inviterez plus, c'est tout. J'aurais pu aller me chercher C'était la première fois. Juste, je précise, c'est vrai qu'en plus, vous quitterez sûrement la table ronde un peu plus tôt pour prendre votre... Oui, parce que je fais passer mon budget cet après-midi. Ah, bon, bah, est-ce vraiment important, oui? La mutualité. Alors, parmi les avantages, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la mutualité a connu beaucoup d'évolutions, mais avec quelques années de retard par rapport aux caisses d'épargne. Les caisses d'épargne sont rentrées tardivement en fiscalité,
les mutuelles encore plus tard, mais on y est à plein. C'est vrai que si on n'avait pas les fonds propres avant, redresser la barre aujourd'hui, ça devient très, très difficile. Les caisses d'épargne ont eu balle, 1, 2, 3. Le secteur de l'assurance, mutualité comprise, est Solva 2. Ces deux sujets déstabilisants ont cependant été anticipés chez nous. Feu, le groupe caisse d'épargne, n'imaginait même pas avoir des problèmes de solvabilité avec la mutuelle et son IP. Notez bien mon propos, la mutuelle et son IP. En conséquence, par exemple, au 1er janvier 2006, les employeurs ont fait le choix d'augmenter les cotisations santé et prévoyance de 16%, dont 10 points pour constituer des fonds propres. C'est comme ça qu'on a pu se préparer aux évolutions qui nous ont tous touchés. Un de nos avantages aussi, c'est d'être un espace de rencontre des passionnés pour des sujets passionnés qui dépassent largement le cadre de la protection sociale de la branche caisse d'épargne. Les employeurs en sont conscients et apprécient nos espaces de réunion plus discrets qu'une commission paritaire nationale ou un comité d'entreprise. J'ai plus que 2 phrases. Ah, 2 phrases, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah, j'ai pris 2 pages. On a frémi dans la salle en se disant non, il a encore 2 pages. En mutualité, on se compare très souvent à nous-mêmes. Je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. La CPR, bien sûr, nous suit, mais quand elle vient en contrôle chez nous, c'est pour l'institution de prévoyance et la mutuelle. Les vrais sujets sont sur l'institution de prévoyance, les taux bas, les risques longs, etc. Donc la mutuelle, heureusement que la mutuelle est contrôlée aussi par l'inspection générale de BPCE. Alors je peux vous dire, c'est pas un cadeau. Moi, je suis issu de son ancêtre. Quand ils arrivent, je suis vraiment pas ravi, mais globalement le rapport permet de progresser. Ça donne aussi confiance à la gouvernance. Le fait d'avoir créé EPS, je pense que la mutuelle en est très, très bénéficiaire. C'est vrai qu'elle a payé seule son logiciel métier, mais par contre, pour tout ce qui est système décisionnel, best estimate, fonction clé, direction des risques, etc., etc., heureusement qu'il y a EPS pour la mutuelle. Merci Eric. 14 minutes, record battu. Rien à dire. J'avais mis un, donc je prépare, faut savoir. Ouais. Alors le cas quand même de BPCE Mutuelle méritait un développement. Alors je m'attendais pas autant, c'est certes. J'avais envoyé dans la préparation, j'envoie toujours dans la préparation une petite phrase qui dit vous avez une première intervention de 3-4 minutes maximum. Oui, donc, mais merci. vous m'avez envoyé un ensemble de slides à préparer. J'y ai passé un week-end. Et vous oui, m'avez dit que et vous m'avez c'était tout trop. replacé là. C'est vrai, vous avez raison. Ouais. Olivier, Emmanuel, je suis désolé, Christian aussi, hein, vous aurez le droit d'en reprendre la parole parce que vous aviez fait court. Olivier, on passe à vous parce que Mutuelle Bleue, c'est encore un cas différent. Alors, vous m'avez expliqué donc, que le regroupement était un sujet vivant chez Mutuelle Bleue, avec notamment l'atteinte des objectifs quantitatifs comme curseurs principaux. Est-ce que vous pouvez nous détailler cette partie-là? Vous avez le droit de prendre 5-6 minutes. Hein. 5-6, ok. Oui, je vais carrément. essayer de tenir Soyons 5-6. larges. Je vais essayer de tenir 5-6, étant considéré que on n'a pas répondu directement à la question de l'indépendance en tant que telle, mais plutôt de la nature des objectifs qu'on souhaitait poursuivre. Donc comme la plupart d'entre nous, j'imagine ici, on fonctionne avec des projets stratégiques. Donc pour ce qui nous concerne, ils sont triannuels. Et à l'occasion de la formalisation de ces projets stratégiques, on identifie des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui sont très précis et qui sont mesurés régulièrement. Donc en fait, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on est en situation aujourd'hui de remplir les objectifs qu'on s'est fixés, qui sont connus de tout le monde, qui sont au nombre de 4. Donc il y a un objectif de chiffre d'affaires. Il y a un objectif de charge de gestion, puisque les conditions du marché nous contraignent à être très précis sur le sujet. Il y a un objectif de résultat opérationnel et un objectif de résultat net. Donc tout ça est quantifié, mesuré, et en fait c'est à l'aune du degré d'atteinte de ces objectifs quantitatifs qu'on se pose la question de l'autonomie. Dit d'une manière différente, sera la résultante.
Tant qu'on sera en situation d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au regard de notre propre capacité, mais aussi de l'évolution du marché, on n'a pas de raison objective de revenir sur une volonté a priori d'indépendance. Mais ce n'est pas un postulat absolu. Si demain les conditions de marché ou nos propres capacités de réalisation ne sont plus présentes, on se reposera cette question-là. Oh bah, ouais, j'ai été pris de courant là, c'est pas... Ouais, ouais. Alors, écoutez Olivier, c'est fait. Pardon. Emmanuel, donc, voilà, encore un nouveau cas. Donc, Emmanuel, Radiance, groupe Humanis, justement. Donc, vous représentez le cas d'une mutuelle combinée dans un groupe de protection sociale. Qu'est-ce que vous apportez au groupe Humanis et comment cela vous garantit-il une force et une écoute dans le groupe? C'est une belle question que j'avais bien préparée. Oui, qui mérite une douzaine de minutes pour la développer, je pense. Si on peut se restreindre à 5-6, c'est bien. Bien. Alors c'est vrai que la question, elle est souvent abordée sous l'autre angle, c'est-à-dire qu'est-ce que le groupe nous apporte. Alors comme vous n'avez pas posé la question et qu'on a le temps, je vais répondre à celle-là. Super, ma table ronde déborde complètement. Je vous remercie. C'est l'agilité. C'est un mot qui est revenu régulièrement. On partage en fait avec le groupe certaines ressources que j'ai envie d'appeler expertes. Je citerai l'actuariat, le marketing stratégique, le marketing produit, parce qu'on a jugé, et c'est en lien avec la question de la taille, que notre taille, c'était pas rationnel au regard de notre taille de disposer nous-mêmes de ces ressources pour notre seule structure. 115 000 personnes protégées, 200 collaborateurs. Donc on partage ces ressources, y compris le système d'information. Et donc ce qu'on apporte du coup au groupe Humanis par ce sujet, c'est un élargissement du périmètre de mutualisation. Mais évidemment, ce n'est pas le seul sujet. Notre mutuelle dispose d'un réseau d'agences assez dense en Bourgogne et Rhône-Alpes, de conseillers itinérants assez nombreux sur ces territoires. Et donc, on apporte une proximité, on apporte un maillage territorial et un ancrage assez fort, qui est aussi pour le groupe un plus en termes de présence dans les régions. Tout à l'heure, Télème évoquait l'agilité. C'est un sujet chez nous, d'ailleurs, qui est bien connu au sein du groupe Humanis, parce que je passe pour celui qui challenge régulièrement le groupe sur différents sujets. Mais je pense que c'est aussi un apport pour le groupe d'avoir une entité, une PME dans un grand groupe qui va avoir des angles de lecture sur des questions de pilotage, de prise de décision avec tout de suite une préoccupation de ROI, etc. Donc on vient mettre une dimension, j'allais dire, d'efficacité opérationnelle rapide dans nos prises de décision et qui, je pense, est bénéfique au final pour l'ensemble des structures. L'agilité, c'est aussi une capacité d'adaptation avec une chaîne de décision relativement courte, qui nous permet du coup de nous positionner sur des sujets. Je prendrai l'exemple de la délégation de gestion, c'est-à-dire cette capacité d'adaptation, cette réactivité fait qu'on a une qualité de gestion qui est reconnue dans le groupe, et aujourd'hui on est sollicité pour gérer des grands comptes pour lesquels le groupe veut s'engager sur une qualité de service auprès de ses clients. Bien sûr, le volet mutualité, c'est un apport pour un groupe paritaire, on y reviendra peut-être. On reste dans l'économie sociale et solidaire, mais il y a des clients, il y a des grands comptes qui demandent au groupe Humanis une solution mutualiste. Et du coup, on répond ensemble à des appels d'offres avec une répartition du risque, une gestion qui est assurée par la mutuelle et qui nous permet, j'allais dire, de capitaliser sur les forces aussi bien de l'institution de prévoyance et de la mutuelle. Enfin, on apporte, j'ai envie de dire, une capacité de distribution supplémentaire au groupe, et je l'illustrerai par 2 points. C'est
Sur les accords de branche, Humanis a été recommandé sur plus de 25 branches l'année dernière. On évoquait hier les objectifs qu'on appelle de remplissage des branches, donc d'adhésion des entreprises. C'est évident que nos forces commerciales sur Bourgogne et Rhône-Alpes sont un levier supplémentaire pour Humanis. Et puis sur un sujet beaucoup plus récent, Humanis développe des services à la personne. Dernièrement, une box dédiée aux aidants. Nos agences vont être des relais pour la distribution de ces services avec une population qui fréquente nos agences, une des populations qui fréquente nos agences, qui est une cible privilégiée pour ces services. Alors, il y avait un deuxième volet dans votre question sur la force et qu'est-ce qui peut garantir notre écoute au sein du groupe. Je citerai 2-3 points. Notre mutuelle est employeur de 80%, c'est une idée macro, mais ça donne bien ça positionne le curseur, de 80% de ses ressources. Donc ça veut dire qu'on pilote nos RH, on pilote notre organisation, on est décisionnaire, certains diraient on est souverain. Donc ça, c'est une force dans un groupe. On est présent dans toute la chaîne de réflexion et de décision, tant au niveau opérationnel qu'au niveau politique, dans des comités ou dans différentes instances. Donc ça nous permet de nous exprimer, de pousser nos idées et de participer aux décisions. Et puis, je dirais un dernier point pour illustrer la place que le groupe peut faire à une mutuelle. Il y a un projet territoire qui a été lancé au printemps en Auvergne-Rhône-Alpes avec pour objectif de faire grandir et de développer les entités du groupe Humanis sur ce territoire. Et on m'a demandé d'être le sponsor de ce projet. Donc, il illustre bien en fait la place et quelque part la force qu'on nous reconnaît au sein d'un groupe. Merci Manuel. Pour continuer là dans une question qui va concerner tout le monde, c'est vrai que je le disais en introduction, quand je vous ai parlé de taille optimale, vous m'avez tous dit qu'il était quasiment impossible de définir la taille optimale. Daniel, vous m'avez dit, finalement, chez nous, on réfléchit par segment d'activité, donc vous l'avez un petit peu présenté tout à l'heure. Le segment d'activité, c'est-à-dire qu'il faut atteindre dans chaque segment de chaque choix d'activité la bonne taille finalement pour survivre et le mettre en marche. En fait, nous sommes généralistes. Par rapport donc aux acteurs qui sont principalement dans cette salle, ça veut dire qu'on a une gamme de produits extrêmement large. Pour caricaturer, c'est tout sauf de l'assurance vie, hein, mais on fait de l'assurance de biens, de responsabilité civile, de l'assurance de personnes de plus en plus. Ça va représenter à peu près 15% de l'activité, donc jusqu'à de la santé jusqu'à la prévoyance en passant par l'accident. Donc la réponse globale de compétitivité, on ne sait pas quoi, on sait pas répondre globalement. Donc en fait, nous on a identifié un certain nombre à la fois si on parle de lignes de produits, mais c'est pas le seul axe d'observation. Si on parle de lignes de produits, donc ça va être des produits qui sont clés pour la réussite, comme tu disais, du plan de développement et la rentabilité de l'entreprise. Et on va regarder produit par produit comment on peut être compétitif. C'est ce que je disais tout à l'heure. On fait tourner nous très vite nos produits. On essaie de les adapter. On regarde beaucoup le marché. On observe beaucoup ce qui se passe. On adapte nos produits. On adapte nos systèmes de tarification. On adapte les solutions en permanence. Nous, un cycle de vie de produit, je dirais, c'est 3-4 ans, quoi, maximum, ou de tarif. Et à chaque fois, donc, on essaie donc d'incrémenter. Donc là, voilà, donc c'est la seule solution qu'on ait trouvée. Nous, c'est assez cartésien, hein, je dirais. Mais bon, pourquoi pas. C'est de décomposer un peu nos marchés et de regarder point par point sur les sujets qui sont clés, comment on peut être performant et si on ne l'est pas, voilà, d'en tirer les conclusions. En l'occurrence, on se développe sur toutes les lignes de produits qu'on a identifiées et on essaie de gagner de l'argent sur toutes les lignes de produits. Autant faire se peut, ça c'est plus compliqué, qu'on a identifié. Donc ça c'est le premier axe d'approche. On est généraliste, donc on a aussi des angles, j'allais dire, d'observation par client. Hein. Donc nos sujets, nous, c'est d'identifier des typologies de clients sur lesquels on a envie d'être présent.
Voilà, ça peut être les jeunes familles, ça peut être, voilà, on ne fait pas des choses qui sont forcément extraordinairement novatrices dans ce domaine-là. Et ça, bon, c'est un sujet de marketing, de dire par rapport à ces populations-là, quels sont les produits, les services, comment on peut là aussi s'améliorer. Donc en fait, on est sur des choses très concrètes de cette nature. On a aussi par client d'ailleurs des visions très techniques, hein, on segmente de plus en plus, hein, je veux dire, c'est plus un mot tabou, en tout cas chez nous, bien que nous soyons mutuels, c'est à un moment donné, on est dans des conditions de marché qui sont compliquées, qui sont difficiles, où les marges d'ailleurs globales sont relativement faibles, donc forcément on doit avoir un pilotage technique qui doit aussi s'appliquer à nos activités avec des visions très globales. Donc en fait voilà, on déquille comme ça des axes d'analyse. On essaie d'apporter des réponses très, très, très concrètes. Donc taille optimale, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire un produit auto Est-ce qu'on peut avoir un produit auto compétitif? Ça, on arrive à peu près à répondre. Et aujourd'hui, c'est à des questions simples comme ça, finalement, qu'on arrive à répondre. Merci. Et Christian, vous, sur cette notion de taille optimale, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je me suis rendu compte déjà que je n'ai pas présenté la mutuelle pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Donc, on est une petite mutuelle locale qui couvre 200 000 personnes en santé et 100 000 en prévoyance et qui est basée sur Beauvais. Donc, on est en Picardie et Hauts-de-France et on a un développement relativement intéressant à La Réunion puisqu'on a fait une union avec une mutuelle. Alors, sur la question de taille, moi, je ne me pose pas de problème. Je constate que tous les éléments sont contraires à l'indépendance parce que ce soit la CPR ou la FNMF, c'est regroupez-vous, que ce soit les contraintes de Solva 2 où on ne dépense plus que pour des administratifs et pas pour du commercial du développeur, que ce soit les coûts de gestion qui deviennent importants parce que les investissements sont forts. Donc je dirais que c'est pas l'effet de taille, mais c'est plutôt l'effet du nombre de personnes que l'on couvre et que l'on gère, que ce soit directement ou en gestion pour compte, puisque pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un gros partenariat avec Agreca qui nous permet de gérer grosso modo 40 000 personnes pour leur compte. Après, l'effet de taille, c'est très bien. Je ne suis pas sûr que dans l'effet de taille et dans la course à la taille à laquelle on assiste, on est vraiment, alors je vais choquer certains de mes voisins, on est vraiment le souci de l'adhérent parce que on a plus la vision de courir après celui qui est juste devant nous plutôt que de regarder le besoin immédiat de l'adhérent. Et je pense que quand on est petit et qu'on a de la réactivité, parce que j'ai évoqué la réactivité, ça permet d'être beaucoup plus à l'écoute. Et moi, je dois dire moi-même, je vais toujours en clientèle, ce qui me permet d'entendre ce qui se passe au niveau de certaines grandes entreprises, puisque j'ai oublié de dire aussi, nous sommes très axés entreprises, à 65% en collectivité, ce qui nous a permis de passer l'année sans trop de problèmes, malgré les volontés de certains de nos concurrents que je ne nommerai pas par pudeur ici. Une réaction? Personne, pas de réaction sur ce que vient de dire Christian. Non, mais sur la taille. Vous pensez donc que toutes les tailles sont possibles en mutualité? Question ouverte. Le premier qui prend le micro peut répondre. Toutes les tailles. Moi, je pense que la notion de taille, elle a beaucoup évolué dans le temps. Je pense que les réponses qu'on aurait eues il y a 15 ans, puis il y a 10 ans, puis il y a 5 ans, ce ne seraient plus les mêmes aujourd'hui. Ça dépend aussi des sujets dont on parle. Taille critique, taille optimale pour un système d'information, c'est pas la même que pour un sujet d'assurance, de nouveaux produits. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a des formes de coopération, pour prendre un terme qui n'a pas encore été employé, et du coup, pour pas la coller à l'un d'entre nous, qui se sont développées, qui sont suffisamment diverses et qui permettent en fait de déporter ce sujet de taille optimale. C'est-à-dire qu'on peut rester, et du coup, qui ne s'apprécie plus au sein de l'entité même où était le sujet, mais au sein du nouveau périmètre de coopération. Sur des sujets qui ne sont pas uniquement assurantiels, moi j'en cite deux à titre d'exemple. L'ACS, on voit bien qu'il y a eu des associations, pas forcément loi 1901, mais en tout cas des solutions collectives qui ont été trouvées. Et c'est bien un sujet pour traiter la question de la taille. Sur le RSI, et on est concerné plusieurs dans cette salle, il y a un sujet de seuil qui s'impose et on est en train de réfléchir à la manière dont on peut aussi déporter cette question à plusieurs. Donc voilà, je crois que soyons ouverts, soyons imaginatifs sur des formes qui nous permettent de traiter ça, et les partenariats sont une solution. Olivier et Bruno après. Ouais.
dans l'ordre de... Dans le prolongement de ma première intervention, je crois que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'apporte une taille supplémentaire? Souvent, enfin, c'est même presque théorique, quoi. On présente la taille comme étant la capacité d'avoir accès à des économies d'échelle. Bon, force est de constater que toutes les expériences sur le marché n'ont pas fait la démonstration que c'était le cas. Je citais les objectifs qu'on s'est fixés pour ce qui nous concerne. Sur les réductions de charges de gestion, sur une séquence de 3 ans, on a fait moins 12%. C'est complètement indépendant de l'effet de taille. Et je ne suis pas certain que dans les grands groupes constitués, on atteigne ce type d'objectif. Donc la réponse à la question quelle est la bonne taille est très correspondante avec les objectifs. Je prolongerai ma réponse sur le point des segmentations de typologie de produits. Donc nous, on gère santé individuelle et collective, bon, comme la plupart d'entre nous ici, prévoyance individuelle collective, ACS, CMU, et gestion du régime obligatoire. Et donc la réponse, elle n'est pas strictement homogène sur chacun de ces marchés, notamment pour des raisons réglementaires. Donc on a cité l'ACS, on n'avait pas le choix de la gérer seul, en tout cas compte tenu de notre niveau d'activité, pas plus qu'on va l'avoir sur le régime obligatoire. La réponse à ces questions réglementaires n'est pas toujours homogène et n'est pas toujours leur groupement. Mais encore une fois, dans le prolongement de ma réponse initiale, la réponse à la taille, elle est très directement dépendante de l'objectif qu'on se fixe et de ce que ça peut apporter de manière additionnelle à l'absence de taille. Donc le débat réactivité versus taille, et on pourrait même dire sur le champ typiquement économique le débat économie d'échelle versus coût de coordination qui parfois peuvent être élevés. Merci Bruno. Et après Daniel. Alors moi, concernant la taille, je serais bien embêté de donner aussi, comme mes camarades, un seuil. Est-ce qu'il faut être à 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions? Par contre, ce que je constate, c'est que l'effet taille, notamment en termes de développement, est essentiel. Regardez aujourd'hui les négociations dans le cadre des accords de branche en santé et demain en prévoyance avec a priori la codésignation. On voit bien que pour pouvoir se positionner sur ces marchés, il faut représenter une taille significative sur le marché. Alors on a trouvé des solutions, c'est ce qu'on a fait avec nos partenaires dans le cadre de Mutex, ce qu'on a appelé l'Alliance mutualiste, sur la santé. Mais on se rend compte quand même qu'à certains moments, il y a des exigences au niveau des branches, ou voire des grands groupes, de trouver en face d'eux, non pas X mutuelles qui s'organisent entre elles avec des dispositifs pour pouvoir avoir une gestion, malgré des outils peut-être différents, avoir une gestion assez uniforme, et ils exigent de plus en plus à avoir un interlocuteur en gestion bien identifié. Alors après, on peut jouer sur la coassurance, bien sûr. Donc moi, je pense que là, sur ce marché de grandes entreprises d'accords de branche, la taille est essentielle pour être présent. Au-delà de ça, c'était un peu ce que j'évoquais au début de mes propos sur la construction de notre groupe. La taille aussi, à un moment, elle est importante quand on veut vraiment donner une impulsion aux mutuelles et une impulsion en termes d'innovation. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de AXA, qui peut consacrer 800 millions d'euros sur quelques années pour investir dans le digital et toutes ces nouvelles applications. Par contre, demain, on sait bien que quand on parle de parcours de santé, on sait bien qu'on ne peut plus attendre. Et nous aussi, mutualistes, on va devoir mettre en place des dispositifs avec de nouveaux outils technologiques pour permettre à nos adhérents d'accéder plus facilement aux soins, quel que soit l'endroit où ils sont. Et ça nécessite des investissements qui sont quand même très conséquents. Et nous, dans notre objectif, c'est ces investissements de pouvoir les partager avec d'autres. D'où l'importance aussi de pouvoir avoir un engagement qui se fasse dans la durée. Donc il y a cet aspect-là. Et enfin, il y a un autre aspect quand même. Je parlais aussi des évolutions réglementaires, enfin l'évolution de notre marché depuis quelques années. C'est vrai qu'on a souvent critiqué notre fédération en disant que bien jusqu'à présent, malgré les interventions, ça n'avait pas fait bouger beaucoup les choses et les mutuelles avaient été
plutôt, entre guillemets, mal servi au cours de ce dernier quinquennat. Et on pense également que demain, il est important que au moins certains très gros groupements soient en capacité, en lien bien sûr à côté de la fédération, de mener des actions de lobbying, de pression pour faire évoluer notre système de santé, de santé en France. Et il est vrai que quand on pèse 10 millions de personnes couvertes en France en santé, je présume, mais je me trompe peut-être, que la direction de la sécurité sociale est là où le futur ministre de la Santé aura peut-être une oreille un peu plus attentive qu'il ne l'a eu jusqu'à présent. L'avenir nous le dira. Eric et puis ensuite Daniel. Alors, juste quelques phrases. Le positionnement sur la taille, c'est évidemment aussi une fonction de fonds propres, de marge, etc. De bon accord président, directeur et d'une équipe RH au niveau RH et autres fonctions autour du DG qui est essentielle. Dans une petite structure, je pense qu'être DSI, directeur des exploitations, et je pourrais citer pas mal de fonctions, c'est pas une sinécure. On atteint les objectifs que souhaite le conseil d'administration grâce à un engagement pour mes cadres, 140%. C'est dur et sur la durée, il faut vraiment y réfléchir. C'est pour ça que je veux que mon budget soit voté. D'accord. Vous y allez, c'est ce que vous me dites là, vous y allez? Non? Daniel, vous pouvez intervenir. Oui, donc moi je ne parle pas du marché des grandes entreprises. On n'est pas sur le collectif, on n'est pas sur les grandes entreprises et je conçois bien sûr sur ce genre de sujet, la taille soit un élément tout à fait déterminant. Donc nous on est vraiment sur du marché de masse, du particulier, de l'artisan, du commerçant, de la TPE. Voilà, c'est je parle de ce marché-là. Sur les métiers qu'on pratique principalement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un marché qui est très concentré. Il y a des très gros acteurs et finalement des acteurs de notre taille, il en reste, je dirais, il en reste 2 ou 3 par rapport à des concurrents beaucoup plus importants. Force est de constater que sur ce marché très concentré que je viens de qualifier, donc le particulier, etc., les plus gros acteurs sont pas forcément les plus performants, d'accord ? C'est-à-dire qu'on suit nos flux, par exemple, d'activités, d'affaires nouvelles, de résiliation par rapport aux principaux acteurs du marché. Je dirais qu'en dehors des banques assureurs, qui sont un vrai cas tout à fait atypique sur le marché de l'individuel, les autres acteurs beaucoup plus gros que nous, finalement, en termes de concurrence, on est plutôt en train de leur prendre des affaires globalement ou de prendre des parts de marché. Donc la taille, voilà. Donc je pense que il y a la taille croît l'efficience, quoi. Voilà, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. C'est-à-dire que la taille n'est pas, je pense, la dimension unique sur laquelle il faut aligner les entreprises. Il faut faire attention à être performant par rapport à son marché. Donc moi, c'est une vision très darwinienne, notamment dans un monde qui bouge, de dire le sujet, c'est l'intelligence collective, c'est la capacité de transformation, de s'adapter, de réagir très vite, c'est la proximité par rapport à ses sociétaires. Enfin, voilà, je pense, n'oublions pas des dimensions qui sont totalement essentielles, qui sont soit du domaine de l'efficacité, là on est dans l'objectif, soit du domaine de l'émotion, à la fois à l'intérieur de l'entreprise, soit dans la relation et dans la richesse de la relation avec nos sociétaires. Je pense que ce sont des dimensions qui sont largement aussi importantes et en fait il faut jongler, je pense, sur une palette, sur des registres qui sont finalement très variés et qui a heureusement pas de solution unique qui s'impose sur le marché. Voilà. Pas de solution unique. Alors, il nous reste 3 minutes de table ronde. Alors, par avance, toutes mes excuses à tous les intervenants suivants. C'est vrai qu'on a un petit peu décalé dès le départ le programme. 3 minutes, je prends des questions dans la salle. C'est le moment de poser des questions. Nous avons un beau panel. Ah non. Allez, petite question, un peu de courage. J'offre un stylo Mutré à quiconque pose une question. Un stylo Mutré que je peux vous dédicacer. Sinon, j'ai un très joli cahier score aussi, parce que j'avais prévu quand même un truc un peu faux cul, donc j'ai ramené un cahier score. Mais là, celui-ci, je peux vraiment vous le dédicacer, il reste plein de pages. Question à la salle? C'est votre dernier mot? Non.
Si vous me permettez. Est-ce que je peux... Mais posez-moi une question, C'est Bruno, je vous en prie. C'est pas une question. Parce que, effectivement, dans le cadre de cette table ronde, bon, on m'a demandé surtout, bien sûr, d'évoquer le projet, enfin la construction qu'on est en train de. On vous a même pas posé de questions sur la construction, et j'en ai Non, plein. pas la construction, Sachez que j'en ai plein un peu derrière. questions, Ça va moi. peut-être venir. Ça va peut-être venir. C'était ça. Et effectivement, on parle de taille. Mais il faut savoir aussi dans nos groupes, et c'est vrai aussi pour, je pense qu'il y a du monde d'Aesio, c'est ce qu'ils sont également en train de construire. Au-delà de nos UMG, on a également des UGM, des unions. Bon, concernant notre futur groupe, ce sera à peu près, si je ne me trompe pas, une 60aine de mutuelles. Et là, effectivement, ces mutuelles conservent là leur totale indépendance. Et au sein du groupe, elles peuvent accéder justement à ces différents services que nous développons ou que nous avons en projet de développer. Et par exemple, dans cette construction qu'on est en train de faire, on est allé même un peu plus loin, puisqu'on a lancé une réflexion stratégique qui est encore en cours. Et ces mutuelles, à travers leurs représentants, sont également associées à la réflexion stratégique du groupe. Donc, ce qui est assez important. Et en fait, notre niveau d'exigence, si on peut parler de niveau d'exigence, donc comme je le disais, ces mutuelles sont maîtres de leur gouvernance, c'est d'avoir effectivement des mutuelles qui adhèrent ou qui soient d'accord sur la stratégie, je dirais, globale, et qui ensuite est déclinée par chaque mutuelle à sa façon dans ses organisations. Quand elle utilise les services du groupe, eh bien, ou quand elle a un besoin, c'est qu'à minima, elle peut interroger des partenaires externes, mais aussi le groupe, et également qu'elle fasse référence à cette appartenance au groupe. Donc voilà le niveau d'exigence dans un cadre d'accompagnement qui peut être sur toutes les fonctions de la mutuelle ou des soutiens plus en termes de substitution, dans l'assurance, etc. Et également de développement. Parce qu'on parlait aussi des mutuelles. On avait une mutuelle d'entreprise qui était là. Dans notre environnement, on a beaucoup de mutuelles d'entreprise. Et effectivement, ces mutuelles d'entreprise, aujourd'hui, elles sont confrontées aux décisions des directions de ces entreprises qui, à certains moments, décident de réaliser des appels d'offres. Et là, notre rôle, justement, par rapport au savoir-faire que l'on a sur ces grandes entreprises, c'est de les accompagner pour gagner ces appels d'offres. Et on en a gagné plusieurs qui ont permis de maintenir les mutuelles. Donc, il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Donc, il y a des groupes aussi qui sont en capacité d'apporter des services. Des mutuelles le font et vont vers les IP. Alors ça, on le regrette, ou vont vers les mutuelles d'assurance. On voudrait qu'ils restent tous dans le giron. Je me sens interpellé. Mais bon, c'est comme ça. Je me sens interpellé. Je pourrais aussi laisser conclure Olivier ou Christian sur un courant plus indépendantiste. C'est vrai qu'il y a 10 ans, quand on a fait le choix, parce que ça s'est passé dans ce sens, d'aller vers un groupe de protection sociale, la mutualité nous a fait les gros yeux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. D'ailleurs, ça a été rappelé hier. Alors, selon les chiffres et l'intensité des relations, c'est entre 15 et 30% des mutuelles qui sont en lien avec un GPS. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on voit bien que ces sujets évoluent aussi. Et il y a une vraie complémentarité entre les mutuelles et les IP. On parlait des segments de marché. Voilà, je veux dire, il y a sur ce terrain-là, il y a de vraies complémentarités. Sur la notion de présence nationale, d'ancrage régional, là aussi, il y a des vraies complémentarités. Donc, voilà, ça reste dans le champ des possibles et on voit bien que les positions ont évolué là-dessus. Merci. Et ça reste dans l'économie sociale et solidaire. Ouais. Et Olivier va conclure, et puis après, c'est la conclusion, la vraie. J'aurais complètement foiré cette table ronde. C'est magnifique. Allez-y, Olivier. Oui, par rapport à ce qui vient d'être évoqué dans cette table ronde, il y a 2 points auxquels je souscris complètement, sur lesquels je voudrais enfoncer un peu le clou. C'est le degré d'exigence qui a été abordé tout à l'heure. L'indépendance, l'autonomie est exigeante. Parfois plus, d'ailleurs, que la volonté d'aller assez naturellement dans des phases de regroupement. Donc il faut que ce soit un projet d'entreprise. Ce qui me permet de revenir sur une intervention qui consiste à dire qu'un des facteurs principaux de la performance, c'est le degré de partage de la stratégie en interne.
que ce soit sur les terrains opérationnels et politiques, et dans le sociétariat ou avec les adhérents, on les appelle comme on veut, suivant son contexte, qui participent aussi à la capacité de performance de l'entreprise. Et enfin, le dernier point de mon intervention, c'est que l'indépendance, elle n'est exclusive d'aucun partenariat, et pour le coup, même au-delà des deux familles qu'on vient d'aborder. Que ce soit les autres mutuelles, que ce soit les institutions de prévoyance. Il s'avère que dans le monde de l'assurance entendue au sens large, il n'y a pas que ça, qu'il y a d'autres opérateurs et qu'il n'y a pas de raison objective pour peu qu'on maintienne donc les fondamentaux de notre organisation que d'autres partenariats ne soient pas noués pour assurer les éléments de développement dont on a tous besoin. Merci à tous les 6, même si Eric est parti. Je pense qu'on peut les applaudir.